votre vie, ma vie. Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage dans le ciel, où rien ne luit. Le ciel, l'eau grise, les rives mauves, tout est caresse et l'un dans l'autre ne se commande, doucement entraînés à la ronde, à lentes voltes et tourbillons. Vous vous charmez, toujours plus loin, vers d'autres songes. Tout est à périr à beaux secrets, vers d'autres mondes, qui s'apprêtent en voiles et brumes, à grands dessins pâles et flous, parmi les mousses à la chuchote. Me suivez-vous? Eh oui, c'est beau, c'est très beau. Je l'avoue, mesdames et messieurs les hauts magistrats, je le revendique, messieurs les bâtonniers. Oui, mes chers confrères, j'ai surmonté mon dégoût pour Louis-Ferdinand Céline et j'ai ouvert. Le voyage, Semmelweis, est mort à crédit. J'ai avalé ses romans et ils eurent un goût de miel. Céline, un écrivain prodigieux. Céline, un médecin pour le moins honorable. Céline, un homme abominable. Et Céline, l'auteur d'ouvrages innommables. L'homme était condamnable et il fut condamné. Les ouvrages ignobles, eux, ont échappé au procès jusqu'ici, jusqu'à 7 minutes. Rien n'interdit de les condamner. Encore faudrait-il les publier. Et pourtant, personne en France n'ose les éditer. Cette hypocrisie a assez duré. Je suis venu rouvrir devant vous le procès incomplet de Céline, le raciste, l'antisémite, le génocidaire, le nettoyeur ethnique, l'auteur lyrique des appels aux crimes de masse les plus affreux, dans les termes les plus clairs. Je rouvre aujourd'hui ce procès pour de faux. Mais dès lundi, je déposerai une assignation devant vous, monsieur le président de la 17e chambre. Avec moi, ni liberté, ni égalité, ni fraternité, ni droit de l'homme, mais le non-droit et l'inhumain. Et le génie, excusez du peu. Le génie, oui, mais maléfique, à visage découvert, à visage grimaçant. Ce ne sera pas le siècle des Lumières, mais celui des ténèbres. Car je ne sais pas qui de nous deux est le plus répugnant, lui, qui poussa littéralement au crime, ou moi, qui me vautre avec plaisir et délectation dans cette fange. Il faut le lire, Céline, se confronter à lui pour souffrir avec lui dans les méandres de son émotion, se laisser prendre aux tripes, choisir ensuite d'en faire une œuvre d'art ou bien plus dangereux, un art de vivre. J'ai une très sale affaire à plaider. Une belle, sale, dégueulasse, crade affaire. Sur fond d'horreur, d'hypocrisie généralisée, de bien-pensance, de paranoïa, peut-être. En tout cas, j'ai choisi d'être l'avocat de ces livres, franco de port, messieurs les éditeurs. J'assume. Ce sont les génies, les créateurs, les démiurges qui m'intéressent, ni plus, ni moins. Céline, Epstein. Il ne lui manquait plus que cette ironie de l'histoire. Car si pas moi, qui? Et si pas maintenant? Quand? Et si pas ici? Où? Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le cas Céline, ce mi-loin fagoté des oripeaux du clochard céleste, pour ceux qui pensent, dans leur âme et conscience, que ça pue encore la querelle bien française, je leur pose une question, en toute perfidie. Pourquoi? Oui, pourquoi venez-vous ici chaque année, si ce n'est pour entendre ressasser les vieilles gloires et les vieux crimes de la vieille France? Mais prenez garde, ne dites pas « cela ne me concerne pas », les pamphlets antisémites de Céline. Ce n'est pas mon affaire, je ne m'appelle pas Epstein et je ne suis pas Céline. En êtes-vous si sûr? Car nul de vous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. Vous vivez ce que je vis.
Oui, avec Victor Hugo, je vous l'affirme, la destinée est une. Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous, insensé, qui croit que je ne suis pas toi. D'ailleurs, noble magistrat et avocat ici présent, n'êtes-vous pas les meilleurs? Eh bien, Céline aussi était le meilleur. Et pourtant, il a été capable du pire. Oui, je sais que vous allez vous y reconnaître. C'est que vous et moi, nous avons des points communs avec Louis-Ferdinand. Les saloperies, les délits et les crimes, ça nous connaît. Nous sommes bien proches. Mais il faut bien le reconnaître, dans le pire, c'est Céline le meilleur. Écoutez plutôt. Racisme d'abord, racisme avant tout, 10 fois, 1000 fois racisme. Une seule race en France, l'Aryenne, très normalement adaptée, installée. Le reste, c'est que des farcissures, des impostures, des saloperies. Les Juifs sont ici pour notre malheur. Ils ne nous apportent que du malheur. Nous nous débarrasserons des Juifs ou bien nous crèverons des Juifs. Racisme! Mais oui, mais comment? Mais plutôt 1000 fois qu'une. Racisme, assez de nos religions molles. Céline, virulent, contagieux, génialement intempestif, dans le pire, disais-je, mais aussi dans le meilleur. Louis-Ferdinand, tu as bien raison. La grande défaite en tout, c'est d'oublier. Et surtout ce qui vous a fait crever, et de crever sans comprendre jusqu'à quel point les hommes sont vaches. Quand on sera au bout du trou, nous autres, faudra pas faire les malins, mais il faudra pas oublier non plus. Faudra raconter tout ça sans changer un mot, ce qu'on a vu de plus vicieux chez les hommes, et puis poser ça chic, et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie tout entière. Il a raison. Écoutez, c'est un procès et c'est une tragédie. C'est une tragédie et c'est de l'histoire. C'est de l'histoire et c'est un crime. Le crime le plus horrible du monde. Le crime de l'esprit de Louis-Ferdinand Céline. Ça a débuté comme ça, du côté de 14-18. 2 hommes que je choisis à dessein. 2 hommes lourds de peine, nobles et ignobles, dans la boue, à la boue. 2 hommes purifiant leur malheur, du côté de Verdun, dans les orages d'acier, de feu et de sang. Une guerre qui tue les uns et ôte aux autres l'envie de vivre. Des millions de pétochards, lâches, foireux, honteux et impuissants, se jetant à corps perdu, à cœur blessé, au-devant des balles et des blessures. Tel est le destin de Louis-Ferdinand et d'Adolphe. Tel fut le destin de Céline et d'Hitler, tous 2 blessés, qui aux yeux, qui à l'épaule droite, tous 2 décorés naturellement. Oh, celui-ci n'est pas encore un dictateur, c'est juste un artiste raté. Celui-là n'est pas encore un grand écrivain, c'est juste un futur médecin de banlieue. Qu'est-ce que des anciens combattants? Des rescapés qui ne seront jamais en paix. Mais ces deux-là, ils ont les idées noires, très noires. 1923, laissons l'apprenti dictateur en prison, rédiger son chef-d'œuvre, son best-seller, Mon combat, Mein Kampf. Suivons plutôt Louis-Ferdinand Destouches. Donnez-lui un père, employé d'assurance, une mère, commerçante en dentelle. Faites-le naître en pleine affaire Dreyfus, rampe du Pont, Courbevoie, Seine. Faites-le grandir à Paris, passage Choiseul. Trouvez-lui une place de commis dans des bijouteries à Paris, à Nice. Louis-Ferdinand Destouches, qu'avez-vous à dire pour votre défense? La vraie haine, elle vient du fond. Elle vient de la jeunesse perdue au boulot, sans défense. Secouez un peu. On dirait du Zola. On se croirait aux comparutions immédiates. Ne dit-il pas, mesdames et messieurs les juges, que presque tous les désirs du pauvre sont punis de prison? Londres, Sceaux,
prostituées et souteneurs, il s'enfonce en Afrique, entend hurler les premiers hommes. Il entre à New York, il agit, il souffre, il croise la mort et couche avec la misère. Il devient médecin, hygiéniste. Il est médecin de tout son être et il le sera passionnément jusqu'à son dernier souffle. Oh, il ne fait pas de différence. Médecin des pauvres, de tous, pour tous, à tous, envers et contre tous. Il délire, il écrit. Il écrit des chefs-d'œuvre. Il chante notre misère, notre trouille et notre malaise. Malaise dans la civilisation, voyage au bout de la nuit, nulle part, mais c'est déjà une destination. On tire tous les rideaux, c'est le noir total, à part. À part peut-être les danseuses, sa passion, et à part Molly. Ah, Molly, quand on la voit, dit-il, on a honte de ne pas être riche en cœur et en tout, et aussi d'avoir jugé quand même l'humanité plus basse qu'elle n'est vraiment au fond. Un instant de bonheur, et puis le style échevelé reprend son errance au fin fond des banlieues, aux sources du vulgaire, mêlant l'argot, la saillie, le bon sens populaire aux raffinements les plus élaborés. Puis vient le déclin de l'Occident, mort à crédit. Ça tourne autour des minuits de la vie. Ça a quelque chose d'un bleu-noir, un désespoir jazz, bebop et hard-bop. Et puis, un jour, c'est 1936. La crise a 6 ans, le Troisième Reich, 3 ans. Et c'est parti pour le délire verbal. Les Juifs qu'on se représente, les ravages que la contamination par le sang juif cause quotidiennement dans notre race et que l'on réfléchisse que cet empoisonnement du sang ne pourra être guéri que dans des siècles ou jamais, qu'on réfléchisse en outre que cette décomposition de la race diminue, souvent même anéantit les qualités aryennes de notre peuple, cette contamination pestilentielle de notre sang, que ne savent pas voir des centaines de milliers de nos concitoyens et pratiquée aujourd'hui systématiquement par les Juifs, systématiquement ces parasites aux cheveux noirs qui vivent aux dépens de notre peuple, souillent nos jeunes filles inexpérimentées et causent ainsi des ravages que rien en ce monde ne pourra plus compenser. Ça, c'est Hitler. Du Mein Kampf dans le texte. Du Hitler tout craché, si j'ose dire. Voici maintenant Céline. Les Juifs, qu'on les enferme, qu'on les fricasse, qu'on les branche, qu'on les fouette tous jusqu'à l'os, que ça gicle, que ça éclabousse. Ah, vous allez me la respecter, la postellerie judaïque. Merde, tout est mystérieux dans le microbe, comme tout est mystérieux dans le juif. Un tel microbe, si gentil, un tel juif, si louable hier, sera demain la rage, la damnation, l'infernal fléau. Punaise, c'est qu'ils ont l'art et la manière, ces deux-là. Le médecin et le despote, l'écrivain et le dictateur. Ils savent les chercher, les tripes des pauvres humains, appuyer là où ça fait mal. Il faut avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse, comme dit Nietzsche. C'est beau, c'est très beau. Mais quand le chaos, c'est la guerre, la crise, le désespoir, il enfante non une étoile qui danse, mais une étoile jaune qui tue. Et les blessures de guerre de Céline ou d'Hitler deviennent morsures de vipère. Hitler, Céline, même combat? Mein Kampf et les pamphlets antisémites, anti-nègres, anti-tout ce qui n'est pas d'ici, et bien plus encore. Même danger, même pouvoir de séduction vénéneuse. Les mots, ces petites lettres innocentes de l'alphabet, deviennent-ils des crimes? Hitler, au moins, on est tranquille. Lui, il est mort, vaincu, anéanti, détesté. Mais Céline, lui, est bien vivant,
triomphant de toute la puissance de son verbe. Alors, que faire? Les écrivains sont-ils au-dessus des lois, par-delà le bien et le mal? Louis-Ferdinand, bonne et fausse monnaie, beauté du style, hideur des idées, alpha et aleph. Il s'agit bien du même homme, le génie et le maudit. Regardez-le cet homme, beau, osseux. Il porte un costume en tweed, épaules hautes, torse large, taille affinée. Édouard VII, prince de Galles, arbore le même. Le style fait rage à cette époque. Tiens, il a déboutonné sa veste. Maintenant, il est en transe. Plus rien ne compte. Les cheveux hirsutes qu'il tient dans sa main gauche, la main droite, nervurée des lignes du démon, il écrit. Il publie. 1937, bagatelle pour un massacre. Devinez le massacre de qui? 1939, l'école des cadavres. Devinez quel cadavre? 1941, les beaux draps. Devinez pour qui il prépare un linceul. 1942, au cas où vous auriez des doutes, il récidive et réédite Bagatelle pour un massacre au moment où le premier convoi français quitte Paris pour Auschwitz. 1943, troisième édition, c'est que l'ouvrage est l'un de ceux qui se vend le mieux. Jugez vous-même, amateur de littérature, des centaines de milliers d'exemplaires. Chemin faisant, des lettres antisémites dans les journaux de la collaboration. Bagatelle que tout cela, n'est-ce pas? Tiens, le voici maintenant au café, avec Karl Epting, de l'Institut allemand. Il est pressenti pour diriger l'Institut des questions juives, mais pas de chance, ce sera Darquier de Pellepoix. Il se rend en Allemagne et n'oublie surtout pas de planquer son or au Danemark. Il habite Montmartre avec son chat Bébert, ses potes, Marcel Aimé, sa femme, Lucette Almanzor, une jeune danseuse bien sûr. Juste à l'étage au-dessus de chez lui, il sait qu'il y a des résistants. Il ne les dénoncera pas. Des résistants, des voyous, des terroristes. Et si on tuait Céline, propose un soir l'un d'entre eux. Alors ça conciliabule et puis ça délibère toute la nuit, parce que la mort, c'est l'unanimité qu'elle requiert. Au petit matin, à l'heure des exécutions capitales, le verdict tombe. On ne flingue pas l'auteur du voyage au bout de la nuit. On ne tue pas la plus grande gueule de France. Céline, sacrée, décidément, il est difficile à verser le sang des poètes, fussent-ils maudits. Échappée belle, une première fois, mais les résistants ne savaient pas encore que quand ça a commencé vraiment à sentir trop fort l'odeur des charniers, Céline va s'enfuir, mais pas n'importe où, ni avec n'importe qui, au cœur du bunker de l'Allemagne nazie, avec Pétain et avec les derniers, les pires des collabos. Et quand Hitler crève dans Berlin, il s'enfuit de plus belle. Mais où cela? Au Danemark, bien entendu, près de son magot, toujours plus près de ses sous, sain et sauf, exilé, mais peinard. Il n'écrit plus de romans. À quoi bon? Écrire sans être lu, c'est danser dans le noir. Il se fait discret, il se fait oublier. Enfin, il l'espère. Mais en France, on s'avise quand même de le poursuivre. Intelligence avec l'ennemi. Au Danemark, on l'emprisonne. Ce n'est pas drôle, mais ce n'est pas la mort. Cela vaut tout de même mieux que extradition, épuration et lynchage judiciaire. Il attend, comme tous les condamnés à vivre, la peur au ventre, l'estomac vide. Il se lamente, un peu, beaucoup, pitoyablement. En tout cas, rien ne va plus, les jeux sont faits, la messe est dite, l'affaire est entendue. Il va suivre son ami Brasillac et finir comme Danton. Quel honneur! Sous le rasoir bien affûté des 60 kilos d'acier de la guillotine, et ce sera justice. N'a-t-il pas écrit? Je ressens, tellement je suis drôle, des choses encore bien plus perverses, des véritables sadismes. Je me sens très ami d'Hitler, très ami de tous les Allemands.
Je trouve que ce sont des frères, qu'ils ont bien raison d'être racistes. Ça me ferait énormément de peine si jamais ils étaient battus. Je trouve que nos vrais ennemis, c'est les juifs et les francs-maçons. Qui dit mieux? Qui dit pire? Le voilà condamné, avant même que d'être jugé, pensez-vous? Non, pas vraiment. Voyez plutôt, en crabe, en douce, l'instruction piétine d'avril 45 jusqu'à décembre 1948. Intelligence avec l'ennemi. Mais cela ne tient pas debout. Céline est intelligent, c'est certain, mais avec l'ennemi, non. Les Allemands ne s'y sont pas trompés d'ailleurs. Ils n'en ont jamais voulu de ce grand clown triste, trop crasseux, miteux, fielleux, trop Jean Foutre le Ferdinand. Comment sortir du piège? Rien ne vaut un très bon avocat. Il vient de prendre attache avec Alberno. Rien ne vaut un allié de cœur. Ce sera Isorni pour Pétain, Tixier-Vignancourt pour Céline, aux côtés de nos. Un peu de dilatoire, quelques renvois, on s'éloigne de la période la plus sanglante de l'épuration et, curieusement, opportunément, miraculeusement, exit l'intelligence avec l'ennemi, passible de mort. Désormais, l'on reproche à Céline, sous l'occupation, les beaux draps, la réédition des bagatelles, les lettres antisémites dans le pilori, l'adhésion au cercle européen pro-nazi, un congrès scientifique, médical à Berlin, et bien sûr, le départ pour la mère patrie des nazis. Notez que l'homme des pamphlets est expressément visé dans la prévention. Céline s'angoisse, il s'agite, il devient même un infatigable épistolier, rédige deux mémoires en défense et s'improvise avocat. Mon éditeur de Noël a été acquitté. Or, je n'existe qu'à travers mon éditeur. Donc, je dois être acquitté. Parfait syllogisme judiciaire, maître Céline. Et 6 ans après le début des poursuites, en 1950, la décision finit par tomber. Louis-Ferdinand Destouches est condamné à 1 an d'emprisonnement, 50 000 francs d'amende, la confiscation de la moitié de ses biens présents et à venir, le tout assorti de l'état d'indignité et de dégradation nationale. Ce n'est pas cher payé, mais rassurez-vous, le terrible tribunal militaire veille. Il s'empare de l'affaire, et avec quel brio, puisque le maréchal des logis, 12e cuirassier Destouches, est amnistié sur le fondement d'une loi de 1947 bénéficiant aux anciens combattants. Entré coupable au palais de justice à 9h, sorti presque aussi blanc que blanc à 9h05, lui écrira Tixier-Vignancourt. Céline détenue, Céline outragée, Céline condamnée, mais Céline libérée. Le reste est littérature. Oui, littérature. Et justement, les pamphlets, ces fameux pamphlets racistes, ne sont pas interdits de publication et ils ne sont pas condamnés. Personne ne les lit ou personne n'ose dire qu'il les a lus. Délicieuse contradiction. Tout cela parce que depuis 1951, Céline est un demi-coupable. Mesdames et messieurs les juristes, connaissez-vous les demi-droits et les demi-procès? Et toi, humanité, connais-tu les demi-génies? Or, vous l'avez remarqué, les pamphlets ne sont pas des demi-pamphlets. Tel est pourtant le sort qui leur est réservé. Par un tour de passe-passe, par une astucieuse et artificieuse lâcheté, nous n'osons ni publier, ni poursuivre, ni condamner. La veuve, d'abord, que j'ai rencontrée dans le pavillon de Céline à Meudon, 99 ans, la durée d'une personne morale, la titularité des droits d'auteur et une volonté absolue de ne pas publier. Pourquoi? Notre confrère Gibault, exécuteur testamentaire, beau, ouvert et cultivé, mais bien décidé à ne rien décider. Pourquoi? Pourquoi le voyage au bout de la nuit est-il au paradis des chefs-d'œuvre? Pourquoi l'école des cadavres n'est-elle pas en enfer, même pas au purgatoire? Pourquoi,
Oui, pourquoi l'apologie du massacre, la préméditation lyrique de l'assassinat de masse ne sont-ils nulle part dans un no man's land littéraire et judiciaire? Parce que les chefs-d'œuvre sont la circonstance atténuante des actes, parce que le style sublime, forcément sublime, est une excuse absolutoire des idées ignobles, absolument ignobles, parce que les livres, c'est ce truc qui permet à tous les salopards de devenir encore plus salopards, un talisman d'impunité. Eh, mesdames et messieurs les hauts magistrats, ne serait-ce pas là un déni de justice qui, à ma connaissance, est un crime d'État? Alors, de l'audace, encore de l'audace, foutre bleu, publiez, lisez et jugez, que diable, jugez. En 1950, le procès des livres ne s'est pas tenu, puisqu'ils étaient hors de la loi. 5 ans plus tard, Céline dira « C'est interdit, ça, aujourd'hui, ça. Comme ça sent bon la psychanalyse. Ça, c'est plus fort que moi, ça m'a échappé. » Allons-nous continuer à baisser la tête? Serons-nous les Bartleby du procès? Serons-nous de la race de ceux qui préféreraient ne pas? Eh bien, je vous l'avoue, l'usage du conditionnel m'est inconnu. C'est le mode des empaffés, des faibles et des canailles. C'est l'indicatif que je révère. Et ma préférence, avouée, va à l'impératif. Écoutez-le. Écoutez-le, notre Louis-Ferdinand, une dernière fois, du bord du tombeau. Cessez de me juger d'après vous-même, à votre mesure. Enfin, pour en terminer, si la question vous tracasse, malgré toutes mes explications, que ça vous empêche de dormir, vous obsède, venez donc m'interroger personnellement, bien en face, carrément, l'un de ces jours. Ne vous touchez plus dans les coins. Eh bien, Céline, me voici. Nous sommes là, entre gens raffinés. Et maintenant, je ne le comprends que trop clairement. Si nous n'osons pas te publier tel que tu es vraiment, c'est nous qui sommes condamnables. C'est nous qui n'avons pas confiance en nos concitoyens. Nous pensons que les pamphlets sont encore dangereux. Nous sommes convaincus que notre société n'est pas immunisée contre les racismes. Car c'est vrai, personne ne sera indemne de la lecture de tes pamphlets. Ces textes nous foillent, nous fouillent, nous palpent et révèlent au grand jour ce qu'il y a de rouillé, de souillé en moi, en vous, en nous, ces yeux furtifs de jalousie que l'on jette sur son voisin, cette messe basse que l'on partage entre marchands de petites joies. En somme, notre peur d'y croiser notre regard. Et seuls les génies sont capables de nous faire éprouver ces sentiments, aux confins, aux extrêmes, à la limite de la limite. Céline est de cela, indubitablement, capable de parler de ces mots rampants qui ne demandent qu'une mauvaise occasion pour sortir, avec une éloquence telle qu'elle force l'admiration. C'est une femme qui m'a ouvert la voie, avec pesanteur et grâce, la philosophe Simone Weil, la pureté et le pouvoir de contempler la souillure. Je plaide pour cette pureté, pour cette extrême pureté, qui peut regarder en face le pur et l'impur, avec le sourire, avec le regard clair. Le procès des pamphlets sera l'exorcisme de nos vices cachés, et à ce procès, la peur serait certainement le premier témoin. Faut-il donc continuellement avoir peur de ses propres peurs? Nos déclarations des droits de l'homme, nos lois Monerville, Guesso et autres ne sont pas des sérums efficaces contre le racisme. Le meilleur vaccin, le remède souverain, c'est la parole, la controverse, le débat public, l'étude, l'exégèse. Ma décision est prise. Je persiste et signe. Lundi, 5 décembre, je ferai citer à comparaître les éditions de la Reconquête qui, du fond du Paraguay, diffusent les pamphlets, en français bien sûr, vendus via Internet avec en prime un commentaire critique de Robert Brasillac. Oui, je demande la condamnation de cette vente illégale, mais dans le même mouvement, je plaiderai à la fois pour la condamnation des idées du texte et en même temps pour leur libre publication. Position infernale, schizophrénique, mais cathartique qu'est la mienne. Car ce dossier, s'il est impossible à plaider, est également impossible à ne pas plaider. Mais en tout cas, je ne ferai pas à Céline le cadeau de la clandestinité et du martyre. Non,
Ne laissons pas les morts enterrer les morts, car il n'y a pas de peine de mort pour les mots. Même interdite et bâillonnée, la parole du poète survit à toute persécution, s'évade et circule sous le manteau. C'est au grand jour qu'un texte se critique. Et on ne touche pas au livre, et ce, depuis la Bible. C'est l'instrument de torture, de délice ou de rêve qui bat la mesure du cœur du petit enfant et guérit de ses blessures le coupable impénitent. Même le livre le plus immonde est sacré, fécond et fructueux. Comme Ézéchiel, j'ai mangé le livre et il a le goût du miel. L'appel à une Saint-Barthélemy des catholiques par Agrippa d'Aubigné est un chef-d'œuvre de la poésie française. Baudelaire est au programme du bac français. Sade est étudié dans nos classes préparatoires. De l'apologie de la drogue et de la perversion sexuelle, de ce qui est absolument monstrueux et vil, l'enseignement humaniste a su tirer quelque chose de beau qu'elle enseigne aux adolescents. Ce n'est pas une banalisation du mal, c'est une sublimation du mal. J'aime Céline, je défends Céline, je porte sa voix, ses livres et son crime, horreurs et beautés enlacées comme les amants terribles. Lorsqu'on crèvera tous, nous autres, lorsque l'on sera bien sous terre, que restera-t-il de nous? Nos bibliothèques, parchemins, vélins, in-octavo, iPad ou numériques? Il ne restera que nos bibliothèques, nos souvenirs, immobiles, statiques, ces grandes maisons pour tous les exilés, pour tous les laissés pour compte, pour les traduits, les non traduits, les versions originales, les premières versions, les ébauches, les manuscrits. Dans ce bas monde, qui n'est en somme qu'une belle et sombre bibliothèque, l'horreur doit être un chemin de réflexion. Encore un effort, mesdames et messieurs les élus de la République. Une société, disait Orwell, se juge à ses poubelles. Et après tout, le racisme, cette ordure si quotidienne, n'est-il pas une langue première? Une peur devant l'autre, son visage, ses habits, sa différence? N'avons-nous pas tous de drôles de pulsions? Quel barbier qui rase depuis 20 ans n'a-t-il pas songé un jour à couper une gorge? Tous, autant que nous sommes, avons été tentés un jour par les petites joies de la persécution, jouissant de voir un autre qui nous est semblable exclu de la communauté des hommes. Et les plus pervers d'entre nous n'hésitent pas à se persécuter eux-mêmes. Alors Céline est-il coupable? Oui, coupable de nous donner à réfléchir. Car je ris dans l'horreur, avec mes dents de cadavre, cadavre que je suis en puissance, et cadavres qu'ont été les miens, en acte, poussés au bord du gouffre, dans la fosse commune, par la barbarie humaine, toujours dictée par les mots. Un mot, et tout est perdu. Un mot, et tout est sauvé. Alors, puisque j'ai eu la décence de ne pas vous faire le procès de l'antisémitisme, il n'est plus à faire, une bonne fois pour toutes, car ça y est, c'est fini. Je suis au bout de mon voyage. Je plaide en faveur de la libre publication des abominables pamphlets de Céline, parce que cela suffit, l'hypocrisie. Fini de jouer dans cette cour de petits bras. Assez de faire les choses à moitié, insidieuses et sournoises. J'ai décidé de porter les stockades. J'ai décidé d'en finir avec Céline. Je veux la republication de ses œuvres cachées sous le boisseau, car c'est de l'obscurité que naîtra la lumière. Les mots sont des rois thaumaturges. Ils peuvent tuer, bien sûr, mais ils soulagent les entrailles de la honte. Alors il me faut parler, le dernier, dire le vrai, enfin, que les mots se hurlent, qu'ils ressuscitent, qu'ils retrouvent leur sens originel, pour insuffler de la vie et faire renaître logique et raison. Mais les racismes, ça vit et ça renaît aussi, me direz-vous. Alors raison de plus. Mieux vaut se battre ensemble au lieu de se débattre les uns contre les autres. Car y a-t-il un vivre ensemble autrement qu'entre premières personnes? Et si c'était maintenant, après les guerres de religion, après l'esclavage, après la dictature du prolétariat, si ce 2 décembre chargé d'histoire était un de ces moments où les hommes et les femmes assoiffés de justice et de sang que nous sommes, décidaient d'affronter à nouveau le racisme, celui des autres, mais aussi le nôtre, alors ce discours, tout juste un peu de bruit et de fureur, cette petite poignée de phrases, ce petit tas de glaises auront été l'occasion
pour nous tous, de refuser que tout soit absurde, de refuser le silence, de combattre le tiraillement, la tension, de prévenir la haine pour dire qu'il faut veiller le démon et que le bacille de la peste doit mourir un jour, ce soir, vendredi soir, avant la fête qui sera belle, avant les crises qui grondent autour de nous. Et pour cela, n'attendez plus, que dis-je, préparez-vous, dépêchez-vous, car au fait, j'allais oublier de vous le dire. En 2016, alors que les œuvres de Céline dans la Pléiade sont toujours incomplètes. Fini de rire, bande de morts à crédit, c'est Mein Kampf qui tombera dans le domaine public.